Pour réaliser ce documentaire choc, le journaliste Julien Goudichaud a donc longuement enquêté, puis embarqué avec ceux qui risquent leur vie pour rallier illégalement l'Angleterre depuis Calais. Une traversée de tous les dangers et nous venons de le voir entièrement aux mains de passeurs peu scrupuleux. Il est maintenant avec nous sur ce plateau de Débat Doc en compagnie de nos autres invités. Bienvenue à vous, Julien Goudichaud. Vous êtes journaliste et documentariste et c'est donc vous qui avez réalisé ce Calais d'Ouvre, l'exil sans fin que nous venons de voir à l'instant. Ce film était également accompagné d'un livre intitulé quant à lui « Les plages de l'embarquement ». J'ai passé 7 ans avec les migrants et les passeurs dans le nord de la France, un ouvrage que vous avez coécrit avec Nicolas Torrent et publié aux éditions Les Arènes. On va revenir longuement évidemment sur votre enquête, ce formidable reportage que nous venons de voir à l'instant. On va le faire avec vous, Julia Pasquale, bienvenue. Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde et spécialisé sur les questions de migration. Et puis enfin avec nous, Nicolas Pouvremonti, bienvenue à vous. Vous êtes directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. J'ai vu quelque part que c'est en 2015, et un peu par hasard, que vous êtes allé du côté des plages du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est là que vous est venue cette idée de vous intéresser à ce qui s'y passait réellement, il y a 9 ans. Oui, exactement. Je lisais un petit peu ce que je trouvais dans l'actualité, puis j'entendais beaucoup parler de Nord-Pas-de-Calais. Je lisais des choses absolument ahurissantes, de gens qui sautaient sur les camions pour passer une frontière, aller en Angleterre, et je connaissais rien à cette frontière, hein. Donc j'y suis allé un petit peu par hasard, et quand je suis arrivé sur place, j'ai vu des personnes qui avaient mon âge et qui se cachaient pour franchir un grillage et attraper un train au vol, pour s'engouffrer dans un tunnel dans le noir et rallier l'Angleterre. Et je crois que j'étais tout simplement fasciné par ce qui se passait là-bas, parce qu'en fait, c'était à 3 heures de Paris. Juste à 3 heures de Paris, il y avait ces choses. Et j'ai vu aussi que vous avez dit « Je savais qu'un jour, les passages maritimes seraient empruntés, et quand j'ai vu le phénomène apparaître, je suis resté. » Autrement dit, c'est un phénomène assez récent, hein. Et c'est là que vous vous êtes dit « Là, je vais m'intéresser aux passages maritimes ». Parce qu'à l'époque, en 2015, il n'existait pas encore ces passages maritimes. Non, il n'existait pas. Très peu. Il n'existait pas, ou très peu, ou des cas un petit peu marginaux qui n'étaient pas comptabilisés, mais on voit les côtes. Quand on est à Calais, on voit les côtes, on a l'impression qu'elles sont à portée de main. C'est difficile d'imaginer que des gens qui sont partis depuis la Libye, depuis des centaines de kilomètres, ne vont pas un jour avoir l'idée de traverser la mer à Calais, alors que l'on voit les côtes de l'autre côté. C'était sûr que ça allait arriver. On voyait des gens qui étaient dans la jungle et qui restaient 1 an, voire 2 ans, à essayer tous les jours de monter dans des camions ou dans des trains pour aller en Angleterre. Autrement dit, vous avez rencontré des gens qui ont traversé la Méditerranée depuis la Libye, puis ont traversé la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Oui. Ils ont fait 2 traversées maritimes. Exactement. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce reportage? Est-ce que c'est cette fameuse embarcation que vous avez réalisée avec ces migrants? Peut-être ce retour en camion que vous avez effectué avec un des migrants qui avait effectué cette traversée dans le sens inverse précédemment? Il paraît que vous faites des cauchemars encore de naufrage. C'est vrai? Je rêve souvent de bateaux. Alors c'est plein de scénarios différents. J'embarque sur un bateau, il chavire, ou alors on doit encore faire une traversée. C'est quelque chose qui ne me quitte pas. Aujourd'hui un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui ressurgit encore dans mes rêves. Et aujourd'hui, donc j'ai enquêté cette année sur ces retours. J'ai ouï dire qu'il y avait des retours, donc je suis allé à Douvres, j'ai cherché pendant longtemps, et j'ai trouvé ces personnes qui rentraient et qui envisageaient de traverser la mer dans l'autre sens. Et donc si vous voulez, j'étais parti dans une enquête de ces personnes pour témoigner de leur voyage et des filières de passeurs pour atteindre l'Angleterre et en bout de donc cette fin de ce terrible voyage. Et maintenant, on est revenu au point de départ. Et donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et on a l'impression que cet exil, il est sans fin. Et c'est un peu une spirale. Que vous avez choisi pour ce film, alors. On va voir un extrait durant cette fameuse traversée. On regarde. We close to one boat, that name is the DFDS. How many people are on your boat? We are close, but the waves is too much and the water coming inside the boat, and we're going to fall down. How many people on 50 people, 50 or 55, I think. Okay, can you send us a help? Yes, we are trying to locate you and we're going to send you some help. Okay, thank you so much. Donc là, vous êtes dans les eaux territoriales britanniques. Autrement dit, les occupants de ce bateau sont sauvés, seront pris en main.
on espère être pris en main. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle, on essaie d'appeler et de joindre les secours. C'est difficile, il faut savoir que dans le bateau, il y a plusieurs autres personnes qui sont en train d'appeler en même temps. On n'a pas de connexion, donc on est coupé. On réessaye d'appeler, on a un nouvel interlocuteur qui veut de nouveau que l'on lui fournisse les mêmes informations qu'on a fournies auparavant, et on peut s'y reprendre comme ça 5 fois, voire 10 fois. Et donc la pression monte, et c'est finalement dans les dernières minutes qu'on est de plus en plus stressé, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas finir et qu'on ne va pas être secouru. On a une idée du nombre de victimes qui ont traversé la Manche et qui en sont morts aujourd'hui ? On a eu une idée approximative dans la mesure où il y a certainement des morts non identifiés, des corps qui ne sont pas repêchés et donc qui ne sont pas nécessairement comptabilisés parmi les victimes. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire que cette année 2024, qui n'est pas encore terminée, est l'année la plus mortifère pour les personnes qui ont tenté de traverser la Manche, avec au moins 50 morts dans le détroit du Pas-de-Calais. Au moins 50 morts. J'avais le chiffre de 40 décès depuis le mois de janvier. Néanmoins, ce n'est pas là qu'il y a le plus de victimes, il n'y a plus de morts dans ces traversées. C'est du côté de la Méditerranée, et là, on arrive à des chiffres bien plus importants. Oui, il y a des milliers de morts en Méditerranée. C'est une zone beaucoup plus vaste. Il y a plus de traversées. On parle de la Méditerranée centrale, qui est la route la plus mortifère aujourd'hui. Mais actuellement, il y a énormément de personnes qui décèdent en tentant de relier les Canaries depuis les côtes sénégalaises ou marocaines, voire mauritaniennes. Donc voilà, il y a aussi des gens qui meurent en essayant de traverser la mer Égée, de relier la Grèce depuis la Turquie. Donc ce qui est sûr, c'est que la Méditerranée est la route migratoire la plus mortifère. Mais là, ce qui se passe dans le détroit du Pas-de-Calais et qui nous saisit, c'est que ça se passe entre deux États européens et à quelques centaines de kilomètres, ou à quelques kilomètres de chez nous, enfin en tout cas sur notre sol, quoi. J'avais le chiffre qui nous vient de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, autrement dit l'Organisation des Nations Unies, de 3129 morts ou disparus enregistrés l'année dernière du côté de la Méditerranée. Est-ce que ce phénomène s'amplifie, a pris de l'ampleur, ou au contraire, est-ce qu'il s'atténue ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce qui est certain, c'est que ce phénomène ne date pas d'hier. Ça fait au moins 2 décennies que les côtes nord de la France et les côtes sud de l'Angleterre sont entrées dans une espèce de jour sans fin de la crise migratoire. L'année record sur la période qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est-à-dire les 8 premiers mois de l'année, en termes de traversées irrégulières, c'était 2022, 28 000 traversées. On en est à 22 000 cette année, donc un petit peu moins. Il n'en demeure pas moins qu'on est sur des niveaux historiquement élevés. Et de ce point de vue-là, il y a eu aussi une transformation juridique majeure sur ce passage, qui est que ce qui était autrefois une frontière entre 2 États membres de l'Union européenne est maintenant une frontière extérieure de l'Union européenne, au même titre que l'est par exemple la frontière maritime entre l'Italie et la Tunisie. Alors néanmoins, c'est un peu contradictoire sur les chiffres, hein, mais là, c'est assez récent finalement, ces traversées embarquées. Je parle de Calais-Douvres. Hein. Auparavant, les migrants choisissaient plutôt les camions, Eurotrain, Eurostar, le train. L'émigration par la mer, ça, on peut considérer que c'est un phénomène bel et bien assez récent et qui prend, lui, de l'ampleur ? Oui, tout à fait. En fait, il y a un phénomène d'esquive, de contournement. Il y a eu énormément de moyens policiers qui ont été mis pour sécuriser l'accès au port de Calais, l'accès au tunnel sous la Manche. Et de ce point de vue-là, les traversées maritimes sont finalement le point de passage le plus ouvert, malgré le caractère éminemment périlleux des traversées en question. Beaucoup de moyens qui sont mis à la fois par la France et par la Grande-Bretagne, puisque depuis le traité du Touquet de 2003, il revient à la police française en quelque sorte de surveiller la frontière britannique. Il est prévu que le contrôle des individus en partance vers le Royaume-Uni s'effectue depuis le pays de départ, en l'occurrence depuis la France. Et en échange de ça, le Royaume-Uni investit plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour aider la France logistiquement, matériellement, à sécuriser les voies d'accès vers la Grande-Bretagne. En fait, on peut dire qu'on a vu au fil des ans les tentatives de traverser, de rejoindre l'Angleterre se déplacer à mesure que des barrières, notamment et physiques, étaient érigées. Donc moi, je vais à Calais depuis à peu près la même période, 2015 on va dire, et on a vu la ville se transformer, les grillages se multiplier, les barbelés les surmonter également. Et donc, après les tentatives de passage par le tunnel sous la Manche, les tentatives par camion,
évident. Quand tout ceci a été à peu près verrouillé, quoique on ne peut pas vraiment dire si... Enfin, il y a encore des gens qui passent, hein, et sans qu'on s'en aperçoive. La différence avec les traversées maritimes, c'est aussi qu'elles se voient. Et donc, on peut dire, aujourd'hui, il y a tant de personnes qui traversent, qui parviennent à rejoindre... Autrement dit, c'est parce qu'on peut beaucoup moins passer, compte tenu des mesures de sécurité mises en œuvre, par camion, par train, qu'on choisit de s'embarquer et traverser par la mer. Oui, ça, c'est devenu le moyen le plus évident et peut-être même le plus facile, en dépit de sa dangerosité éminente. Mais voilà, ça ne veut pas dire que les gens ne continuent pas de passer par camion. Il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé 39 personnes décédées dans un camion frigorifique de nationalité vietnamienne. Il y a des filières qui continuent d'utiliser ce moyen de passage. Et côté méditerranéen, il y a une date marqueur, c'est 2015-2016, concernant ces traversées embarquées du côté de la Méditerranée. Plutôt 2016-2017, Plutôt 2016. où vraiment la Libye est devenue le point de départ majoritaire pour ces traversées. C'est là qu'il y a eu vraiment des flux, on va dire, importants. Hein. Et puis aujourd'hui, on est sur des niveaux qui ne retrouvent pas les niveaux records de ces années-là. On va revoir un autre extrait de votre film. Cette fois, il concerne un passeur que vous avez rencontré. Alors, c'est pas un chef des passeurs, hein. Mais vous allez nous expliquer après. Extrait. Les passeurs ne se déplacent jamais sur les lieux d'embarquement. Ils sont en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou même en Iran. Ils sont installés et contrôlent tout depuis chez eux. Ce sont les petites mains qui se font arrêter par la police. Alors, son prénom, c'est Araz. Oui. Ça vous a été facile de pénétrer justement ce milieu des passeurs et d'essayer de comprendre un tant soit peu comment tout cela fonctionnait? Non, extrêmement long, et ça passe par beaucoup de présence dans la jungle ou aux abords de la jungle, des rencontres, et si vous voulez, à chaque fois que vous arrivez à faire quelque chose, filmer un petit truc et que vous leur montrez, vous gagnez une part de leur confiance. Beaucoup de ces interviews ont été réalisées après la traversée, parce que je leur ai montré les images, ils ont vu que ça s'était bien passé, ils ont vu que rien n'avait découlé de ça, donc ils m'ont fait un peu plus confiance pour faire des interviews, et ça a été extrêmement long. Alors vous dites que c'est très pyramidal, très hiérarchique cette organisation. Vous pouvez nous en dire un peu plus, nous décrire le système que vous avez pu observer? Alors depuis des années, ça ne cesse de s'organiser, de mieux en mieux. En l'occurrence, pour cette petite main, Araz, il s'agit d'un exilé qui est arrivé sur le camp comme tous les autres exilés, avec l'envie de voyager, de rejoindre la Grande-Bretagne. Lui aussi voulait rejoindre la Grande-Bretagne. Exactement, il est arrivé exactement de la même manière. Il n'y a pas d'exilés qui viennent sur le camp avec la volonté de devenir passeur. C'est par la force des choses. Donc il arrive, il n'a pas d'argent. Au bout de quelques galères d'1 mois, 2 mois, être démantelé tous les matins, de manger les sandwichs qu'on lui donne et de ne pas avoir d'argent pour pouvoir passer, on lui propose, et si tu aides à mettre un bateau à l'eau, si tu peux faire ci, si tu peux gonfler le bateau, si tu organises un peu, si tu me files un coup de main, tu pourras partir gratuitement et voyager toi aussi. S'il y a 10 bateaux qui partent, par exemple, hein, au bout de 10 bateaux, tu pourras monter dans le 10e et tu iras en Angleterre. Quand vous n'avez rien et que vous arrivez là-bas et que vous voulez aller en Angleterre, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous rappeler l'origine de ces filières? Elles sont différentes. Alors, il y a beaucoup de Kurdes, hein, vous en parlez beaucoup dans ce film, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais la filière principale, les gens qui contrôlent ce business, c'est la communauté kurde irakienne. Les autres personnes, les Albanais, les Afghans ou d'autres communautés travaillent pour les Kurdes irakiens. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a les Iraniens aussi. Chacun a sa plage, chacun possède sa plage. Et les personnes qui font partir les bateaux sont des Kurdes irakiens. Et les donneurs d'ordre, eux, ne sont pas présents sur le terrain, ils sont même parfois dans leur pays d'origine. C'est bien ça. Il arrive que certains soient au Kurdistan, oui, exactement, ou en Iran, et contrôlent les filières depuis ces pays-là. Alors qu'est-ce qu'on sait très exactement de ces réseaux de passeurs? Est-ce qu'on peut parler de mafia organisée? C'est peut-être plus compliqué que ça? Je pense qu'on est plutôt sur... on pourrait presque faire des comparaisons avec le trafic de drogue, quoi, d'une certaine manière, enfin en tout cas par certains aspects, parce que voilà, c'est quelque chose qui, quand les enquêteurs travaillent à démanteler un réseau, ils savent qu'aussitôt démantelé, un autre surgira à sa place, où ce réseau-là se reconstituera assez facilement. Donc il y a un peu l'idée de découper l'océan à la petite cuillère.
Et puis, on ne peut pas parler de mafia, même si c'est des organisations criminelles qui sont de plus en plus structurées. On voit que c'est lié à la filière d'acheminement. On a des bateaux qui sont commandés, fabriqués en Chine, qui sont convoyés par conteneurs jusqu'en Turquie, puis qui après sont acheminés par la route jusqu'en Allemagne, stockés en Allemagne, et puis au dernier moment amenés sur le littoral. C'est un peu schématiquement ce qui domine comme organisation. Entre les réseaux de passeurs dont on a vu peut-être une toute petite partie dans votre film et ceux qui officient du côté de la Tunisie, de la Libye, il y a des grosses différences. On n'a pas affaire, j'imagine, au même réseau. Non, c'est pas exactement les mêmes réseaux. Il est beaucoup question dans le documentaire des réseaux kurdes qui sont effectivement très présents parmi les organisations qui gèrent les passeurs sur la côte du Pas-de-Calais. Mais ce qui est vrai, c'est que les passeurs qui sont filmés dans ce documentaire sont globalement des petites mains. Et de ce point de vue-là, le parallèle qui est fait avec le trafic de drogue est quand même assez pertinent. Il l'est aussi dans les moyens d'action et dans le degré de violence et de mépris pour la vie humaine des réseaux en question. L'un des passeurs qui témoigne dans votre caméra explique l'usage des armes, l'usage des kalachnikovs. Enfin, on est sur des modes opératoires similaires. De ce point de vue-là, les mafias qui opèrent au sud de la Méditerranée et qui opèrent dans le détroit du Pas-de-Calais ne sont pas exactement les mêmes, mais il est évident qu'il y a un moment où finalement tout converge, parce que si cette question se pose de manière particulièrement dramatique et intense au large des côtes françaises entre la France et la Grande-Bretagne, c'est d'abord et avant tout parce que les flux ont pu arriver jusque-là auparavant. Et de ce point de vue-là, ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question, par exemple, de la libre circulation dans l'espace européen, qui de fait est une aubaine pour l'immigration irrégulière, est aussi une aubaine pour les réseaux de passeurs. Et ça pose un peu le caractère insoluble de cette situation, tant qu'on ne se décide pas à traiter les grandes questions politiques, structurelles, qui amènent aux situations humaines décrites. La question qu'on se pose dans cette émission, c'est à qui la faute finalement ? Alors, elle incombe pas entièrement aux passeurs, mais est-ce qu'elle incombe pas beaucoup aux passeurs néanmoins ? Les passeurs ont évidemment une responsabilité de premier ordre, une responsabilité criminelle dans bien des cas. Après, de ce point de vue-là, les responsabilités sont mêlées. Quand on voit les sommes en jeu, j'ai vu que Europol estimait entre 6 et 7 milliards d'euros les montants réalisés dans ces opérations du côté des passeurs. C'est quand même considérable. Les traversées, d'ailleurs, ne coûtent pas le même prix pour chaque origine ethnique, je crois. Ça coûte combien une traversée Alors les passeurs établissent un montant de traversée en fonction, entre guillemets, du pouvoir d'achat du pays duquel vient l'exilé. Donc bien souvent, pour les personnes d'origine africaine, on tourne autour des 800 000 euros. Et puis on va crescendo, les Kurdes irakiens autour de 1200, 1300, les Afghans pareil, les Iraniens un petit peu au-dessus. Et puis le top, c'est les Albanais et les Vietnamiens à qui on facture entre 3, 4, voire 5 000 euros la traversée. Je vous ai coupé tout à l'heure, mais ça illustre l'ampleur du phénomène. Vous confiez un peu ces chiffres, c'est quantifiable tout cela ? Oui, alors c'est quantifiable grâce aux enquêtes policières menées notamment par Europol. Ce qu'on sait de manière très concrète par les services de police qui traitent de ces questions, notamment dans le détroit du Pas-de-Calais, c'est que bien souvent les passeurs n'ont pas d'argent sur eux, jamais, quasiment jamais. Ça pose la question des réseaux de financement, ça pose la question des réseaux de transfert d'argent, qui sont encore une fois des questions similaires à celles qui se posent dans le cadre de bien des trafics internationaux. Je pense que c'est important aussi de noter qu'au fur et à mesure que cette frontière franco-britannique a été sécurisée, les organisations criminelles, les passeurs, les réseaux de passeurs, se sont nourris là-dessus en fait. C'est-à-dire que plus il a été difficile de passer cette frontière, plus ce sont des organisations criminelles qui ont proposé ce passage et qui ont organisé un business autour. Et c'est ça qui génère cet argent-là aussi, c'est que l'impossibilité de passer, la sécurisation de la frontière, ces mécaniques, induit le développement de ces passages clandestins, entre guillemets, et donc et nourrit la bête de la criminalité organisée. Puis alors, ce que vous nous dites dans votre film, c'est que ces personnes embarquent sur des embarcations qui peuvent contenir 30, 40 personnes, mais en réalité, elles en embarquent 70. Autrement dit, elles en embarquent beaucoup plus que ce que peuvent contenir ces fameuses embarcations. Et plus ça va, plus on en embarque. Évidemment, c'est la logique commerciale des passeurs. Ça. C'est peut-être ça qui est une partie du drame, qui explique une partie du drame qu'on a évoqué tout à l'heure avec ces morts en mer.
Alors, bien souvent, ils essaient d'embarquer le double, ce qui explique le double de la capacité d'embarquement d'un bateau. Ce qui explique aussi l'augmentation de ces nombres en mer, c'est qu'il y a une adaptation constante en fonction de la sécurisation et la militarisation de la côte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sécurise de plus en plus les plages qui sont le plus proches de l'Angleterre. Donc, les départs vont se faire d'un peu plus loin. Et ça peut aller jusqu'en Normandie, comme ça. On a déjà constaté des départs qui s'approchaient de la Normandie. Ça ne fait qu'augmenter et ça ne s'arrêtera pas. De toute façon, il faut en être sûr, il faut le noter, ça ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, les policiers ont pour mission d'arrêter les bateaux sur la plage et de les crever. Donc, il y a des drones aussi dans le ciel qui sont chargés de voir où vont se cacher les exilés dans les forêts avant de partir et prendre la mer. Donc, les passeurs se sont dit, attends, si les drones repèrent les personnes qui se cachent dans la forêt, on va les mettre dans la forêt et puis on va faire partir un bateau 15 km plus loin pour venir les récupérer. Sauf que dans le bateau, on ne met pas de gilet de sauvetage, donc on vient récupérer les gens au bord, les gens montent dans le canot sans gilet de sauvetage, et bien évidemment, il y a des noyés. Il y a une adaptation, il y a une escalade, si vous voulez, sans cesse. Mais ce que l'on constate, c'est pas ces millions d'euros et c'est pas ces barbelés qui vont réduire les morts et trouver des solutions. Ce qui frappe aussi dans ce film, c'est cette volonté, quoi qu'il arrive, d'abord on risque sa vie, et puis quoi qu'il arrive, on va au bout. Bien sûr, et ce qu'on remarque aussi cette année, c'est qu'on a un niveau de traversée qui n'atteint pas les niveaux records de 2022, même si on n'est pas très loin. En revanche, on a une mortalité décuplée, notamment parce que les embarcations sont surchargées, avec parfois 80 voire plus de personnes par bateau. Et on a un nouveau phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les gens, non seulement ils meurent parce qu'ils se noient dans la Manche, mais ils meurent aussi parce qu'en fait, avant même de gagner le large, ils sont piétinés et ils meurent asphyxiés. On a eu des décès d'enfants, de petites filles de 7 ans à peine, notamment, qui sont mortes asphyxiées en essayant cette traversée, qui était encore sur les plages, vraiment, quoi, à un niveau où on avait encore pied dans l'eau, quoi. Donc là, c'est vraiment... et ça, on peut le corréler à l'augmentation, évidemment à l'adaptation dont font preuve les réseaux de passeurs, liés à l'action de l'État sur les côtes pour empêcher ces passages. Donc on a des départs plus précipités. Comme les réseaux de passeurs perdent des bateaux, qu'on leur confisque, qu'on leur crève, ils mettent plus de monde sur ces bateaux, et donc les risques de mort sont décuplés. Alors on a un problème humanitaire, puis on a un problème de sécurité en face. Il y a une réponse sécuritaire, évidemment, apportée par les États, vous l'avez évoqué. Quelles réponses sécuritaires ont marqué des points pour lutter contre ces passeurs et limiter un tant soit peu les victimes en mer? De ce point de vue-là, la crise humanitaire qui est évidente est une surinfection d'une question qui est politique. C'est une question entre deux États qui s'accordent sur la façon dont gérer leurs frontières communes. De ce point de vue-là, si les migrants sont prêts à tenter une traversée extrêmement dangereuse pour atteindre le Royaume-Uni, c'est évidemment qu'il y a des motivations profondes, mais c'est aussi qu'à côté de ces motivations profondes, il y a la perspective potentiellement de réussir à atteindre le Royaume-Uni. Parce que c'est un Eldorado, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est très attractif sur le plan migratoire. Ceux qui arrivent à rejoindre ses côtes. Pour différentes raisons. Il y a évidemment la langue anglaise qui est apprise et pratiquée partout dans le monde. Il y a une forme de dynamisme économique avec un droit du travail relativement souple qui permet notamment, peut-être plus facilement qu'en France, d'embaucher des immigrés en situation irrégulière. Oui, puis il y en a qui travaillent. Vous en avez retrouvé un d'ailleurs du côté de Londres. Bien sûr. Et il y a aussi des phénomènes de diaspora, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est déjà un pays très multiculturel, avec des communautés issues de différents pays d'origine qu'on retrouve aussi parmi les migrants qui tentent la traversée dans la Manche. Et c'est vrai que bien souvent, il y a la perspective de rejoindre qui un cousin, qui un ami, qui quelqu'un qui est déjà installé au Royaume-Uni. Mais en tout cas, il y a cette perspective, et c'est une perspective qui est très dangereuse, mais qui emporte quand même une probabilité non nulle de réussite. De réussite dans le sens où un certain nombre de migrants arrivent à atteindre les côtes. C'est 23 000 depuis le début de cette année. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de solution politique unique, absolue. Un cas intéressant me semble être le cas de l'Australie. L'Australie qui a longtemps été confrontée à des situations tout aussi dramatiques et meurtrières en mer, avec des traversées notamment venues de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est. L'Australie a mis en place une politique à compter des années 2000 qui s'appelait la solution pacifique et qui a posé un principe qui est humanitairement contestable, mais qui politiquement peut s'entendre, qui est celui qu'aucune traversée irrégulière de la frontière australienne ne mène à une installation directe sur le sol australien. Les demandeurs d'asile sont évidemment sauvés. Ils sont ensuite placés dans des centres d'instruction des demandes d'asile, alors essentiellement en Papouasie et sur le pays de Nauru. Il y a eu beaucoup de questions sur ces centres d'instruction, c'est-à-dire que les conditions humanitaires étaient déplorables, il y a beaucoup de choses à redire. Il n'en demeure pas moins qu'au cours de la décennie qui vient de se passer, il y a eu notoirement aucun mort, ou quasiment aucun mort détecté en tout cas, dans ces traversées vers l'Australie, parce que les migrants, et plus encore hélas les organisations criminelles qui les accompagnent, ont un comportement rationnel, y compris au cœur de leur détresse. Il y a le risque
immense de la mort, il y a aussi la chance immense d'atteindre le Royaume-Uni. Et une solution politique pour un État qui considère qu'il ne souhaite pas accueillir ces flux, ça peut être simplement de fermer la perspective. Je pense que c'est important quand même de souligner que les gens obéissent à des logiques certainement rationnelles, mais que la migration répond davantage de push factor que de pull factor. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tant attirés par un endroit, même si ça peut expliquer des choix d'implantation, la présence de familles, la maîtrise d'une langue, etc. Mais ce qui détermine les trajectoires des gens, c'est qu'ils sont poussés en dehors de là où ils sont, leur pays ou un pays de transit, etc. Et ce qu'on remarque quand on passe du temps sur le littoral de Calais, c'est qu'en fait les gens ont souvent suivi des parcours d'errance assez longs en Europe, ont parfois passé plusieurs années, qui en Allemagne, qui en France, qui en Suède ou en Autriche, ont échoué à obtenir l'asile pour X ou Y raison. Et du fait du règlement européen dit de Dublin, qui fait que si on demande l'asile dans un pays de l'Union européenne et si on ne l'obtient pas, en gros, je schématise, on ne peut pas le demander ailleurs. Ces gens-là, arrivés au bout de ce procédé, ne pouvant pas redemander l'asile dans un autre pays de l'Union européenne, décident de se tourner vers l'Angleterre. Ils le faisaient déjà quand elle faisait encore partie de l'Union européenne, parce qu'ils pensaient qu'étant sur une île, on les éloignerait plus difficilement. A fortiori, le Royaume-Uni étant plus dans l'Union européenne, ils se disent qu'ils peuvent échapper à la règle de Dublin et donc redemander l'asile. D'ailleurs, dans leur écrasante majorité, les gens qui traversent demandent l'asile au Royaume-Uni. Donc, on est vraiment sur une logique qui tient du fait de l'impossibilité pour ces gens d'avoir un avenir sur le continent européen et qui sont poussés en dehors de ce continent. Vous voulez répondre, oui? Non, vous souhaitiez ajouter quelque chose, faites-le tout de suite. C'est sans doute pour répondre en partie ou compléter ce que vous avez dit. Il y a effectivement incontestablement des facteurs push qui tiennent d'abord à la situation très critique d'un certain nombre de pays d'origine dont sont issus ces migrants. Il y a quand même un certain nombre de facteurs d'attractivité. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, même si, notamment avec le pacte sur la migration et l'asile, elle a mis en place récemment le pacte européen sur la migration et l'asile, qui prévoit notamment des dispositifs d'instruction de demande d'asile aux frontières, des procédures accélérées pour certaines nationalités, avance plutôt vers le chemin d'une restriction de l'accès à ces voies d'asile. Il n'en demeure pas moins que cette même Union européenne a reçu entre 2013 et 2023 8 millions de premiers demandeurs d'asile sur son sol, ce qui est absolument inédit. Et de ce point de vue-là, le Royaume-Uni a une forme de protection, je me place d'un point de vue politique, qui a trait à la barrière naturelle et hélas meurtrière de la Manche. L'an dernier, au Royaume-Uni, il y a eu un petit peu moins de 70 000 demandes d'asile qui ont été déposées. À titre de comparaison, c'était 2 fois plus en France. On a reçu 145 000 premières demandes d'asile. Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. On n'a pas les mêmes populations. Et par ailleurs, le Royaume-Uni, le même nombre d'habitants. Et par ailleurs, le Royaume-Uni, on peut par exemple se dire que la France a reçu beaucoup moins de demandeurs d'asile si on rapporte le niveau de la demande d'asile au niveau de la population française, ou si on se compare par exemple à l'Allemagne, qui est un pays certes plus peuplé, mais qui a reçu de mémoire 3 fois plus de demandes d'asile que nous l'an dernier. Et puis, il y a une des choses qui a marché par le passé à Calais, et pardon, je vais être très brève là-dessus, c'est en 2016, si on se rappelle, il y avait 10 000 personnes entassées sur un camp insalubre à Calais, qu'on appelait la Grande Jungle. À l'époque, le gouvernement a décidé de démanteler cette jungle, et un des moyens d'y parvenir, ça a été de dire aux gens qui s'y trouvaient: on ne vous appliquera pas le règlement de Dublin, vous pouvez demander l'asile en France, et si vos empreintes ont été enregistrées dans un autre pays de l'Union européenne, on ne vous y renverra pas. Et n'empêche qu'on ne s'est jamais retrouvé avec les mêmes niveaux de présence à Calais depuis. Vous avez rencontré des organisations humanitaires sur place, des représentants de ces organisations. Ils sont là, ils sont sur la plage, ils regardent ce qu'il se passe, ils aident autant que possible ceux qui n'ont pas réussi la traversée à reprendre un peu de chaleur, à s'alimenter. On a vu tout ça dans votre film. Qu'est-ce qu'elles demandent, ces organisations humanitaires aujourd'hui qui œuvrent sur place? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? On a parfois criminalisé les organisations humanitaires qui tentaient d'aider les passages par la mer. Bien sûr, mais bon, ça ne s'est jamais vu, des organisations humanitaires qui tiennent des rôles de passeurs. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais vu. À Calais, il y a toute forme d'organisation. Il y a les organisations humanitaires qui aident et qui font partie d'une structure. Et puis, il y a aussi les habitants de la côte qui, tous les jours, voient des gens marcher en gilet de sauvetage dans leur rue
avec des enfants. Aujourd'hui, c'est devenu très banal de voir des groupes de 50 personnes marcher avec son gilet de sauvetage et passer devant chez soi. Et donc, ce sont des habitants qui se sont un petit peu scandalisés et émus de la situation et qui se sont dit avec un autre voisin, bon, ben, on va essayer de faire un truc. Et puis, ce ne sont pas des gens qui roulent sur l'or. Hein. Ce sont des gens qui... J'ai un peu l'impression que ça donne... C'est très banalisé ce que vous avez dit, mais c'est très banalisé parce qu'on voit des familles se balader sur la plage, etc. Et tout ça se passe à la nuit tombante, aux yeux des passants, des promeneurs. C'est assez frappant dans votre film. C'est difficile d'en faire prendre conscience avec des mots. Il faut vraiment le voir pour le comprendre. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des bateaux partir en pleine journée, au milieu de touristes, avec leurs enfants qui font leur château de sable, qui lisent des livres, et puis un bateau et des gens qui hurlent, se jettent dans l'eau et part, et en 10 minutes, c'est fini. Il y a juste quelques habits qui traînent sur la plage, et puis on reprend le cours de sa vie normale. J'ai vu que certaines organisations humanitaires préconisaient des couloirs sécurisés, en réalité, pour couper l'herbe sous le pied des passeurs. Hein. C'est une des solutions avancées par certaines organisations humanitaires. Vous pensez que c'est une bonne solution? Elle est envisageable, applicable? Mais au-delà même des organisations humanitaires, la France, par exemple, régulièrement essaye sans grand succès, de négocier auprès du Royaume-Uni l'instauration de voies légales de migration, et notamment et en particulier pour les mineurs non accompagnés, enfin les mineurs isolés qui ont de la famille au Royaume-Uni, et ça se fait, c'est epsilon, quoi. Donc effectivement, l'instauration de voies légales pour les gens qui ont des intérêts au sens privé de famille au Royaume-Uni, ça pourrait être une partie de la solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette solution, elle s'entend dans le cadre d'un accord global qui aurait lieu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, puisque... En l'occurrence, si on parle des Royaume-Uni, oui. Tout à fait, puisqu'effectivement, quand le traité du Touquet a été signé, j'y reviens, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne et la France aussi, donc la configuration juridique... En 2004, je crois. 2003, de mémoire. 2003, oui. Et de ce point de vue-là, ça pose la question du degré de priorité que la France met sur ce sujet, parce qu'elle est la première concernée. À l'inverse, de nombreux autres pays européens n'ont pas du tout la même priorité à conclure un accord avec le Royaume-Uni. Et on entend bien par ailleurs que ça n'est pas non plus la priorité du gouvernement britannique, qui est lui-même soumis à la pression légitime, en tout cas qui peut s'entendre, de l'opinion publique sur ce sujet. L'opinion publique qui a notamment fait le vote sur le Brexit qui s'est décidé largement sur des questions de politique migratoire, avec d'ailleurs d'importantes déceptions à la clé pour ceux qui voyaient dans le Brexit une manière de réduire les flux, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'immigration au Royaume-Uni que ces 3 dernières années. Il n'en demeure pas moins que ni le Royaume-Uni, ni nos partenaires européens n'ont vraiment d'intérêt prioritaire à ce qu'on conclue un accord rapidement. C'est la fin de cette émission, on va finir avec vous. Vous continuez à vous intéresser au sujet, vous nous préparez quelque chose d'autre peut-être autour de ce sujet, ou vous choisissez de passer à toute autre chose maintenant? Non, je continue de m'intéresser évidemment à cette thématique. On verra ce qui s'ensuit et des enquêtes que je mènerai. Bon, on verra ça peut-être avec vous. Peut-être aurons-nous l'occasion de proposer un nouveau de vos documentaires dans cette émission des Badocs. Un grand bravo en tout cas pour le film que vous avez réalisé, cette enquête. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Autour de ce film, vos réactions, ça sera sur hashtag des Badocs. Vous pourrez d'ailleurs réagir à ce que seront ces réactions, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé qui m'ont aidé à préparer cette émission. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain des Badocs. Et ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.